Alors, bonjour à tous, Jacques Gallarneau qui vous accueille pour ce deuxième Facebook Live pour la traversée du lac Tremblant. Traversée du lac Tremblant qui fait partie du Canada Swim Series et qui aura lieu donc du 3 au 7 août 2022. J'espère que vous êtes déjà inscrits. Si ce n'est pas fait, on espère pouvoir vous convaincre aujourd'hui avec, oui, en démystifiant évidemment plusieurs des sujets. Aujourd'hui, au niveau des sujets, on va couvrir pour ce qui est de la préparation physique et mentale, mais également pour ce qui est de la préparation sur le point de vue de la nutrition. Et évidemment, ce n'est pas moi qui va couvrir ces sujets-là. J'ai plutôt deux invités qui vraiment sont spécialistes dans ce domaine. Alors, les voici nos invités. Ça me fait plaisir d'accueillir donc Normand Piché, le premier homme en Amérique ayant relié les 5 continents à la nage. Salut Normand. Salut, salut. Et également Antoine Jolicoeur-Desroches, triathlète professionnel, parmi les meilleurs nageurs du côté des triathlètes professionnels et également coureur d'ultramarathon. Et évidemment, ces deux messieurs vont non pas apparaître à titre de spécialistes, mais plutôt nous partager vraiment leur expérience qui est très vaste, mais également très riche. Alors, merci messieurs d'être là, puis c'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Alors, pour ce qui est de l'entraînement physique, messieurs, évidemment, bon, cette année, il y a une formule toute nouvelle du côté de la traversée du lac Tremblant qui est un camp d'entraînement. Alors, camp d'entraînement qui est proposé d'ailleurs sur le site, vous avez toutes les informations pour ça. C'est une bonne façon de démystifier tout ça, mais évidemment, avant de se pointer au camp d'entraînement, une certaine préparation, une certaine connaissance de ce qui nous attend est assez important. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, pour couvrir le point de vue des éléments donc d'entraînement sportif. Pour ce qui est de l'entraînement physique, parce que évidemment, on va parler aussi du mental, parce que ça fait partie d'un aspect non négligeable pour les athlètes de natation longue distance. Donc, j'aimerais qu'on couvre peut-être, je débuterai surtout avec Normand là-dessus, comment un nageur, parce que toi, évidemment, tu sais, comme tu as relié les 5 continents, bon, tu n'avais pas accès à des plans d'eau vastes tout le temps pour ton entraînement, donc si je ne m'abuse, tu as nagé énormément du côté des maîtres en nage, en piscine et tout ça. Donc, j'aimerais savoir comment un nageur en piscine peut réussir à s'entraîner du côté donc de la longue distance. Ben, ça s'est fait, en ce qui me concerne, ça s'est fait d'une façon très progressive. Moi, j'ai eu cette idée, ce rêve de relier les 5 continents à la nage. Ça me semblait impossible. Ça me semblait quelque chose que je ne pouvais pas réaliser. Précisons que je suis un nageur amateur, un passionné qui aime bien la nage en piscine, en lac. Mais de faire de la longue distance comme celle-là, ce n'était pas quelque chose avec lequel j'étais familier. Donc, ça s'est fait d'une façon très progressive. De jour en jour, je me présentais à la piscine initialement pour me tester moi-même, voir si j'avais la capacité de m'embarquer dans ce projet-là. L'idée est née, puis après, c'était de le soutenir, ce projet-là. Je me suis fait un petit peu prendre à mon jeu. Jour 1 à la piscine, jour 2 à la piscine. Ça a été un retour parce qu'il faut dire qu'avant de m'embarquer dans l'entraînement pour les 5 continents, ça faisait presque 1 an que je nageais pratiquement pas du tout, ou très peu. J'étais comme en pause de nage. Et je suis allé sur donc une progression qui s'est faite de jour en jour, de semaine en semaine. Progressivement, j'ai commencé à faire du endless pool, les piscines infinies. Par la suite, ça a été le fleuve Saint-Laurent, puisque j'habite à Montréal. L'accès au plan d'eau, ça a été dans le fleuve. J'ai commencé par des petites sorties, m'acclimater à l'eau également. C'est 2 mondes, de nager en piscine et de nager en lac, dans les fleuves ou dans les mers. Alors, l'acclimatation qui s'est faite progressive. Je me suis entouré d'un entraîneur qui a été là pour m'encadrer dans les entraînements avec des plans spécifiques qui ont été vraiment, je reviens toujours sur le progressif. Des fois, on peut avoir tendance à vouloir se lancer trop rapidement, mais en ce qui me concerne, ça a été beaucoup d'y aller avec constance. Donc, à tous les jours, éventuellement 2 fois par jour. L'hiver a passé progressivement, je me suis acclimaté au lac par le fait même à l'eau froide parce que j'avais commencé à nager tout au printemps. Donc, pour moi, ça a été vraiment acclimatation, progression. C'est sûr que de nager en piscine, j'en ai fait beaucoup de piscines, jusqu'à faire des 10, 15 km en piscine. C'est long, mais avec un objectif en tête qui était très présent, que c'est un rêve qui était intrinsèque, je veux dire. Ça devenait un plaisir et la progression que je voyais de semaine en semaine,
c'est comme ça que ça m'a motivé à continuer et à poursuivre. Donc, encadrement, moi, que j'ai envie de dire, l'acclimatation, puis y aller d'une façon progressive. Ne pas trop imposer à son corps, mais développer le plaisir du contact avec l'eau, la relation avec l'eau, ça, c'est aussi pour moi quelque chose qui était très important. De développer cette relation-là, le contact de l'eau, de filer l'élément. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Écoute, il y a une première question qui est venue suite à tes commentaires, puis évidemment, je voudrais la poser immédiatement avant qu'Antoine intervienne sur le même sujet, là. Mais de ton côté, tu parlais bon, de natation du côté du fleuve Saint-Laurent. Bon, évidemment, nager en eau libre, nager dans un lac magnifique ou nager dans le fleuve Saint-Laurent. Au niveau de la respiration, il y a Maxime qui nous a posé la question sur la respiration. Est-ce qu'il y a dû y avoir une adaptation concernant ta technique de respiration entre la piscine et les plans d'eau libre? Ben oui, puis non. Ça s'est fait d'une façon assez naturelle. J'étais un nageur assez instinctif. Je pense que quand je disais tantôt la relation avec l'eau, ben, à un moment, on la développe, on le développe ça progressivement. Oui, j'en ai avalé des tasses d'eau. Oui, c'est pas comme dans une piscine où tout est stable. Mais je veux dire, l'importance de développer pour moi, l'importance de développer la relation avec l'eau à un moment, il y a un flow qui s'installe puis que ça se fait d'une façon naturelle. Je parle en mon nom, tu sais, peut-être que d'autres personnes vont avoir besoin de beaucoup plus de techniques. Et oui, j'ai été conseillé, mais ça s'est fait beaucoup par la relation avec lui. Ce que je trouve intéressant, Normand, de t'avoir comme interlocuteur en ce moment, je fais un parallèle un peu entre les gens qui quittent la piscine puis qui s'en viennent dans un plan d'eau libre. Donc, une certaine appréhension par rapport aux éléments. Toi qui as traversé les 5 continents, tu as fait face à plusieurs appréhensions, plusieurs changements d'environnement, changements de climat. Fait que ça va être intéressant d'y revenir tout à l'heure. De ton côté, Antoine, bon, évidemment, je sais que ça a commencé du côté du club de triathlon avec mon ami Émilie Kertz et également Magali Rochette à une certaine époque avec, si je ne m'abuse, c'était le club Trianor, ouais, dans les Laurentides. Trianor, voilà. Oui, exact, avec mon ami Régent Rochette et Jean Marquetier et tout ça. Donc, tu es passé d'un nageur jeune, adolescent, triathlon et par la suite, évolué du côté de la natation. Comment a été pour toi la transition entre justement partir de l'eau en piscine à l'eau libre? Oui, en fait, moi, en triathlon, au début, je n'étais pas un bon nageur, même que je me rappelle une fois, je nageais à l'Académie La Fontaine, puis mon coach m'a sorti de l'eau. Il m'a rentré dans le vestiaire, il a dit nage, essaie de nager devant le miroir pour essayer d'apprendre comment nager comme du monde. Fait que des fois, il faut vraiment commencer par la base, essayer de comprendre à l'extérieur de l'eau c'est quoi le mouvement que tu fais. Parce que des fois, tu n'as pas la même perception de tes mouvements à l'intérieur de l'eau qu'à l'extérieur de l'eau. Fait que j'ai vraiment débuté de la base pour essayer d'avoir un bon feeling de l'eau dans une piscine. Je pense que c'est ça le plus important. Puis après, de transférer ça à l'eau libre, c'est surtout une question de confiance en toi, puis aussi de ne pas avoir peur des autres personnes. Surtout en triathlon, c'est pas nécessairement la crainte, c'est pas nécessairement l'eau libre en tant que telle, mais c'est plus les gens autour de toi qui peuvent te donner des coups, des choses comme ça. Fait que c'est plus de t'habituer à ça, surtout en entraînement, de nager avec beaucoup de personnes, puis adapter un petit peu ton style à ça. En piscine, tu peux te permettre vraiment d'allonger ton style complet, tandis qu'en eau libre, quand il y a des vagues ou quand il y a d'autres personnes, faut que tu le modifies un petit peu en augmentant un peu ta fréquence pour essayer de te débrouiller autour des gens. Là. Écoute, c'est drôle que tu dises que ton coach, au début, évidemment, par rapport à ta technique, t'a sorti de l'eau pour que tu comprennes comme il faut ton mouvement, puis que de ça, tu es devenu vraiment un des meilleurs nageurs parmi les athlètes professionnels. Même au moment où tu étais amateur en triathlon, tu étais souvent le nageur qui sortait le plus rapidement de l'eau. Je me souviens, au Ironman, quand tu es passé pro, et comme j'avais l'air d'un devin de dire que entendez-vous avoir Antoine Jolicoeur des Roches faire la sortie de l'eau en premier. Il était amateur et c'était le premier à sortir de l'eau. Donc, comment t'en es venu vraiment? Est-ce que c'est le volume d'entraînement, l'analyse du mouvement ou vraiment une aisance qui s'est créée dans l'eau? Je pense que c'est un peu de tout.
c'est sûr, au début, je faisais du triathlon courte distance, puis en triathlon courte distance, la natation, c'est tellement important. Donc, on nageait quasiment à chaque jour. Des fois, on allait nager 2 fois par jour. Puis aussi, à un certain jeune âge, mon entraîneur de triathlon s'est dit j'ai pas les capacités pour enseigner le mieux que je peux la natation. Fait qu'il nous a envoyés au club à DDO, à dehors des Ormeaux, pour nager avec des vrais nageurs. Je pense que ça a vraiment été la clé de tout le temps. Je pense dans tous les sports, de tout le temps nager avec les meilleurs que tu peux t'entraîner. En course à pied, je vais souvent m'entraîner avec des vrais coureurs, des ultra-runners. En vélo, je peux m'entraîner avec des vrais cyclistes parce que ça te permet tout le temps d'aller chercher un niveau de plus. Puis, tu n'as pas le choix. Là, en ce moment, je nage avec l'Université de Sherbrooke. Puis les gens sont incroyablement rapides. Puis, des fois, c'est décourageant, mais en même temps, c'est très motivant parce que tu vois des gens qui vont nager comme 22-23 secondes à 50 mètres. Puis, juste de nager à côté de toi, de ces gens-là, tu apprends un petit peu, tu vois comment ils agissent, les petits détails aussi, c'est comment ils vont s'échauffer avant l'entraînement, comment ils vont faire leur traction, les départs, tout ça. Des petits détails qui, à la longue, ils font la différence. Fait que je pense à un jeune âge de nager avec un club, avec des gens, des bons nageurs, je pense que ça l'a beaucoup aidé à ça. Puis après, ça donne aussi un niveau de confiance en toi élevé parce que tu arrives sur le départ d'un triathlon puis tu sais que tu as nagé avec des nageurs beaucoup plus meilleurs que ces triathlètes-là. Fait que mentalement, c'est le fun aussi. On va parler tantôt de l'aspect mental, mais l'aspect mental dans le sport, c'est très, très important. Fait que si tu peux avoir un petit edge à cause de ton entraînement, je pense que c'est un gros plus. Alors, Antoine, tu nous as ramené sur l'île de Montréal avec DDO, donc de l'art des Ormeaux. Dans les questions, Normand, tu as suscité la curiosité de plusieurs nageurs dû au fait que tu as parlé de nager dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, j'imagine que tu étais déjà l'aventurier, Normand, d'aller nager dans le fleuve Saint-Laurent avant même de t'attaquer donc aux traversées des 5 continents, ou relier les 5 continents, devrais-je dire. Donc, les gens sont curieux. À quel endroit tu nageais sur l'île de Montréal? Je partais de l'île Charon, qui est juste à la sortie du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Et de là, ben, je traversais, je montais vers les îles de Boucherville. Donc, je passais par-dessus le tunnel. Puis ça, c'était quand même amusant. Je nageais, puis je me disais, en dessous, il y a des voitures qui passent. Puis là, ben, je montais vers les îles de Boucherville. Puis ben, ça se faisait, j'étais accompagné par un kayakiste. Puis ça a été pas mal dans le fleuve, ça a été pas mal l'endroit là, que j'affectionnais parce que c'est pas très loin de chez moi, donc c'était accessible. C'était assez tranquille. Puis sur le retour, il y a des bons courants, donc ça me permettait de me dépasser. Il y avait des zones où même je faisais par moments là, du surplace. Fait que ça, c'était assez amusant selon les journées de travailler fort, de donner toute mon énergie pour pouvoir revenir au bercail. Fait que ça a été pas mal mon spot. Sinon, j'ai fait de l'entraînement dans le coin de Offord. J'ai fait de l'entraînement dans le lac Memphremagog, en région ici. Il y avait également, près de Verdun, il y a une zone où les gens font du surf, là, dans ce coin-là. Le courant, il est assez fort. Fait que je suis allé nager là aussi. Ça, c'était des entraînements pour faire face au courant, au vent, etc. Fait que Fleuve Saint-Laurent et le Charon, retenez ça, c'est vraiment un bel endroit pour partir. Puis c'est assez calme, sécuritaire. Moi, j'ai toujours suivi, même si j'avais un kayakiste, je restais quand même assez proche là, du bord. Peu importe ce qui pouvait arriver, il y a quand même de la circulation, mais en somme toute faite, l'eau est propre, c'était beau. Puis quand on monte vers les îles de Boucherville, ben, il y a toutes sortes de petits coins là, que je pouvais explorer, donc ça amenait un peu d'entertainment à mon entraînement. Fait qu'avant de relier les 5 continents, toi, tu as relié l'île de Montréal à la Rive-Sud, c'est ça? C'est ça. Ça prend un début, hein? Il faut y aller d'une façon progressive. Fait que ça a commencé comme ça. Ouais. C'était le sport. Si je suis game de faire ça, pourquoi pas les 5 continents? Écoute, Antoine, toi, est-ce que tu as déjà nagé dans le fleuve? Oui, j'ai fait à quelques reprises, il y a des triathlons dans le coin, justement le coin de Verdun, la Chine. Oui, puis l'eau est vraiment pas si pire. Là, comme même, tu sais, souvent les gens ils ont des certaines conceptions que l'eau n'est pas propre dans certains endroits, comme en ce moment à Sherbrooke, je nage dans la rivière Magog, puis les gens, tout le monde dit « Ah, c'est pas propre, c'est pas propre », mais à date, c'est pas si pire que ça. Là. Fait que souvent, si tu vois des gens nager, tu peux y aller, je pense.
Ben, je pense que c'est un beau parallèle aussi entre l'appréhension pour les gens qui n'ont jamais nécessairement nagé en eau libre, de quitter la piscine, qui est évidemment un milieu contrôlé, puis qu'on est confortable et tout ça, puis passer du côté de l'eau libre. C'est des beaux exemples, justement, de apprivoiser, justement, les plans d'eau libre et tout ça. Et tu faisais un parallèle entre lac et rivière aussi. Donc, vraiment, au Québec, on est choyé pour ça. Pourquoi pas apprivoiser nos plans d'eau, puis évidemment de façon sécuritaire, comme vous l'avez dit toutes les deux. Il y a des gens qui nous posaient la question, c'est comme pour s'attaquer à un 5 km au départ, selon vous, ça lui prendrait à peu près combien de sessions comme en eau libre, en plus de la piscine qu'il fait déjà comme entraînement? C'est une bonne question. Vous aviez préparé, mettons, là, de votre côté, jour 1, je quitte la piscine, je veux m'attaquer à un 5 km. Normand Piché, il s'y prendrait comment? Ben, moi, je l'ai fait d'un coup. Ça a été, c'est mon côté un petit peu extrême, mais j'avais nagé une bonne partie de l'hiver en piscine. Les 5 km, j'étais assez familier avec ça. Je le faisais sur une base quotidienne. Donc, à un moment, je me suis inscrit dans une traversée. C'était au lac Georges. Je me suis lancé là-dedans, puis j'ai dit go. J'ai pas passé par des plus courtes distances. Est-ce que c'est la bonne façon de le faire? Ça a été ma façon à moi de me lancer, puis je suis allé go un 5 km. Par la suite, j'ai fait un deuxième 5 km. Cette journée-là, il faisait très froid. J'ai vécu l'hypothermie. J'ai arrêté après 3 km. Mais moi, je pense que dans un plan d'entraînement, faut pas, quand on fait les choses pour le plaisir, quand c'est pas dans un niveau compétitif, puis de gagner, d'être un racer qui gagne des courses, je pense que c'est important de trouver le plaisir continuel de la nage et de ne pas trop se donner de pression. En tout cas, moi, c'était ça. Puis au final, ben, dans le plaisir, j'arrivais à faire des choses qui me surprenaient parce que ça se faisait dans le fun, ça se faisait sans trop de pression. Puis je m'essayais, je me lançais. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de... Parce qu'on sous-estime parfois nos capacités aussi. Et ça peut être surprenant de se donner des petits challenges et de faire l'essai. Alors, moi, j'essayais. J'étais un petit peu téméraire, mais j'essayais. Puis après ça, ça a été un 10, puis un 15 km, puis un 20 km, puis j'y allais. Voilà. Écoutez, on vient de parler de blocage ou de limite, puis qu'on se limite quelquefois et tout ça. Je pense que ce serait le temps d'aborder l'aspect mental, justement, de la préparation. Toi, Antoine, est-ce qu'il y a des trucs ou des choses que tu fais? Je pense que tu es un adepte de la visualisation, ou les deux, vous êtes des adeptes de la visualisation. Donne-nous des trucs un peu au niveau de l'aspect mental pour la préparation. Ouais, je pense que la visualisation, c'est vraiment un bon outil à utiliser. Puis même quand j'étais à un très jeune âge, même avant de faire du triathlon, même avant de faire la compétition en ski de fond, j'en faisais un peu juste avant mes games de soccer. Fait que j'étais très jeune. Puis, ça me permettait juste de visualiser comme différents scénarios, mais enlever un peu le stress qu'on peut avoir. Puis c'est aussi très utile comme quand on a accès au lieu de compétition, le faire souvent, c'est le préférable. Quand je sais que le triathlon, par exemple, un Ironman de Tremblant, je me prépare pour ça, je vais faire le plus souvent le parcours. Mais quand on n'a pas l'occasion, par exemple, si je vais faire une course aux États-Unis puis je ne suis jamais allé, mais je vais aller voir sur leur site, ça ressemble à quoi le parcours. Puis là, j'ai commencé. Puis aussi, si j'ai accès à des vidéos sur YouTube, j'ai regardé la course. Puis là, après, à partir de ça, je vais pouvoir me visualiser c'est quoi le parcours, ça a l'air de quoi. Puis des fois, c'est aussi visualiser le lieu, mais c'est également visualiser les étapes que tu vas faire avant la course. Des fois, il y a quand même plusieurs détails. Donc, qu'est-ce que je vais amener? Je vais amener mon wetsuit, tes lunettes de natation pour être sûr de rien oublier, d'avoir déjà dans ta tête tout ton calendrier du matin, du réveil, de ton déjeuner jusqu'au départ. Ça fait que tu arrives aux journées de la course, puis tu as déjà fait de la course un peu en tant que tel dans ton lit, les yeux fermés. Fait que tu as un gros stress de moins, puis tu peux un peu agir par automatisme quand la course arrive parce que tu as déjà vécu la course dans ta tête. Oui, effectivement, la projection, je pense que c'est intéressant. Tu as parlé de la nutrition, on va y venir dans quelques instants. Toi, Normand, si tu n'avais qu'un seul truc au niveau préparation mentale. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé au niveau de la préparation mentale, ça a été ma préparation à l'eau froide.
Alors, plus j'évoluais dans des bassins d'eau froide, j'ai fait beaucoup de bains de glace. Et le temps que j'allongeais à chaque fois versus la température de l'eau que l'on baissait, ça m'a démontré à quel point j'avais la capacité d'aller toujours plus loin. Ça, pour moi, ça a été, mentalement parlant, là, d'avoir la capacité de repousser constamment mes limites. Et ça se faisait de minute en minute. Hein. C'était pas long, là. Mais aujourd'hui, j'ajoutais, si la technicienne qui m'accompagnait, on s'était fixé un 15 minutes de bain glacé, ben, quand elle faisait son countdown à la fin, moi, je disais, OK, on rajoute une minute ou on rajoute 30 secondes. Puis comme ça, ben, j'ai pu le faire jusqu'à 30 minutes, jusqu'à 3,1 degrés. Mais pour moi, ça a été ma plus belle préparation mentale. Quand j'avais des faiblesses à ce niveau-là, ben, je repensais à cette journée-là où on était rendu à 25 minutes, puis j'ai dit, on continue à 26 minutes, puis l'eau était à 3,1 degrés, puis j'étais statique dans le bassin, je n'étais pas en train de nager, j'étais vraiment littéralement dans la glace. Ben, quand mentalement, je sentais que j'avais des faiblesses, je visualisais, pour surfer sur ce qu'Antoine disait, je visualisais ce moment-là. Fait que je pense qu'à tout un chacun, il y a des possibilités différentes de se préparer mentalement. Certains athlètes vont utiliser des mots, ils ont 3 mots clés qui se répètent continuellement. Donc, c'est la visualisation. Des mantras qu'on va se répéter. On va se répéter, voilà, des mantras qu'on se répète. Ça, je l'ai fait aussi. Tu me rappelles, en parlant des mantras, que j'avais mes mantras que je me répétais continuellement. La visualisation, c'est excellent. Moi, je voyais, quand je me suis attaqué un petit peu plus aux 5 continents, que c'était moins en préparation, ben, j'avais des maps, j'avais des informations sur les courants. Fait que je regardais beaucoup ce qui était ce qui m'attendait. Et ça a été, ça a été la façon de me préparer mentalement. Et je pense que aussi, d'une façon progressive, l'évolution qui s'est faite de commencer à nager quelques kilomètres, à augmenter de jour en jour la distance et les défis que je me posais, ben ça s'est fait naturellement, la préparation mentale. Puis ce que je trouve intéressant, Normand, c'est que tu as abordé, toi, le froid, parce que toi, c'était fort probablement un des éléments que tu voulais contrôler. Donc, au niveau de ta préparation mentale, tu t'es concentré sur cet élément-là parce que, évidemment, avec le défi que tu t'étais donné, tu t'en allais donc affronter des conditions extrêmes. Donc, toi, mentalement, c'est vraiment sur ce que tu t'es concentré. J'aimerais qu'on passe au volet alimentation, bien qu'on aurait pu continuer énormément sur le côté préparation sportive. Mais l'alimentation est tout aussi important. Donc, j'aime bien un peu la progression qu'on a en ce moment, d'avoir parlé de préparation physique, des petits trucs comme ça qu'on peut démystifier par les préparations mentales. Maintenant, au niveau alimentation, je pense que c'est fort intéressant parce que au niveau alimentation, je vais citer par exemple un Lionel Sanders, qui est un des meilleurs triathlètes au monde, qui est à peu près un laboratoire d'expérimentation au niveau alimentation, qui essaie vraiment beaucoup de choses. Et quelquefois, il prend ce que je dirais un pari sur la direction qu'il a pris au niveau de son alimentation, mais pas toujours avec succès. Antoine, toi, je sais que l'alimentation est au cœur de ta vie. Et tu as une particularité aussi au niveau de ton alimentation. Si tu veux en parler, je vais te laisser aborder le sujet à ce niveau-là. Mais l'alimentation, j'aimerais ça que tu me parles l'importance que ça a pour toi. Et je pense que j'ai parlé de Lionel comme étant l'extrême au niveau expérimentation. Je pense que toi, au niveau connaissance de l'alimentation et la connaissance de ton alimentation et de l'apport que tu es capable d'aller chercher dans les aliments et les nutriments, tu es vraiment pratiquement un exemple à citer au niveau de l'alimentation. Parle-moi un petit peu où tu en es venu là et puis qu'est-ce que seraient les petits trucs à prodiguer aux gens qui veulent se lancer donc dans une traversée à longue distance. Oui, c'est ça. En fait, j'ai tout le temps été intéressé par la nutrition. J'ai fait un double bac en nutrition à McGill. Puis là, en ce moment, je fais un doctorat en sciences du sport, mais je m'intéresse dans ça aussi beaucoup à tout ce qui est hydratation et nutrition, surtout orienté vers le sport d'endurance, parce que comme un sport comme le triathlon, la nutrition, c'est vraiment comme la 4e discipline. Mais tu sais, tu donnais l'exemple de Lionel Sanders, puis des fois, on pourrait penser que vu que j'ai étudié là-dedans, je fais aucune erreur du tout, mais tu sais,
dans ma comme carrière sportive, entre guillemets, j'en ai fait vraiment beaucoup des erreurs. Puis un bon exemple que j'ai, c'est le premier comme longue distance de natation que j'ai fait, c'était un 10 km à Magog. Puis j'ai fait un peu comme dans ce temps-là, je suis encore triathlète junior, puis j'ai décidé de faire ça pour le fun. Puis j'étais aucunement préparé. Entraînement, c'est pas si pire, mais de niveau alimentation, aucunement. Puis je pense que j'avais seulement apporté comme une petite bouteille de Coke. Mon ami était là sur le quai. Puis après, je pense 2 tours, comme autour de 3 km, j'avais plus du tout de nutrition. Fait que je pense que même des fois, si quelqu'un qui a étudié là-dedans ou quelqu'un qui est professionnel, on va tout faire des erreurs. Puis la clé, c'est vraiment d'apprendre de ces erreurs-là. Puis en triathlon aussi, Ironman, j'en ai fait beaucoup. Puis c'est ça, il faut que tu apprennes de ça. Une erreur que j'avais faite aussi en Ironman, c'est seulement m'alimenter avec des gels parce que c'est ce qui fonctionnait durant mes demi-Ironman. Donc, je me suis dit, on double la distance, je vais doubler la quantité de gel, mais il y a comme une certaine quantité de gel que tu peux consommer durant une épreuve de 8 heures de temps. Puis ça, je l'ai appris à mes dépens. Donc, c'est ça, t'apprendre ça. Puis après, maintenant, pour toutes mes épreuves d'endurance, d'ultra-endurance, je vais m'apporter tout le temps comme plusieurs options de nourriture. Donc, c'est tout le temps majoritairement juste des glucides, mais différents types de glucides. Donc, au lieu de seulement apporter des gels, je sais que je vais me tanner après un certain temps, donc je m'apporte différentes options. Question de varier. Puis, je pense que la clé, c'est tout le temps d'avoir comme un plan A, un plan B, puis un plan C. C'est la même chose de ta stratégie de course, mais également ta stratégie de nutrition. Comme ça, si ton plan A ne fonctionne pas, mais tu as quand même un plan B puis un plan C. Puis, t'espères que de ne pas te rendre à Z, mais des fois ça arrive. Hein. Tantôt, tu as abordé le fait d'avoir pris énormément de gel, d'avoir doublé ta quantité de gel. On a une question de Clarence qui nous dit, est-ce que vous faites une surcharge de glucides avant le jour J? En fait, j'ai l'impression que ça dépend de l'épreuve. Mais pour une épreuve qui est comme plus que 2 heures, ça peut vraiment valoir la peine. Puis c'est pas nécessaire vraiment d'exagérer. Souvent, c'est seulement de favoriser les glucides les jours avant l'épreuve, surtout la veille, donc le souper avant, donc ce qu'on appelle le carbo loading. Donc, essayer d'optimiser notre quantité de glucides qu'on prend. Puis ça aussi, c'est souvent, on va seulement se concentrer à ce qu'on mange, mais également certains aliments qu'il faut enlever. Par exemple, essayer de limiter aussi les fibres, surtout des épreuves longues, des épreuves aussi avec la course à pied, par exemple, un marathon. Tu vas essayer de limiter le plus possible les risques d'avoir des troubles gastro-intestinaux, donc limiter les fibres, tout ce qui est gras, puis vraiment favoriser les glucides, mais ce n'est pas nécessaire vraiment de se bourrer la face avec un gros plat de pâtes, juste manger un bon repas. Moi, personnellement, je vais manger du riz la veille, du gros le matin, donc des glucides simples, quand même un peu de protéines, un peu de légumes, mais des légumes cuits, donc ils sont faciles à digérer, comme ça. Puis la clé dans tout, c'est jamais essayer quelque chose de nouveau le jour de la course, fait que pas essayer comme un déjeuner spécial juste parce que c'est le jour de la course. Si pour toi, c'est juste un muffin, c'est ça que tu prends avant tous tes entraînements, prends ça parce qu'au moins, c'est ça que tu as été vraiment habitué à faire durant tes entraînements. Oui, puis ce qui est intéressant aussi par rapport au temps de l'événement, c'est sûr que quand on fait une activité physique, que ce soit en eau ou à la course ou à vélo ou à la marche avant par rapport à la distance d'une épreuve, ça reste que c'est une dépense d'énergie. Donc, ce qu'on prend pour une activité X qui nous permet de passer à travers un temps de cette dépense d'énergie-là et qui fonctionne pour soi, je pense que c'est la recette à appliquer aussi pour être sûr, soit au niveau gastrique ou au niveau énergie. Toi, Normand, avec les défis extrêmes que tu as dû faire et évidemment l'eau froide et tout ça, est-ce qu'il y avait des variations? Est-ce que tu te transformais en beluga ou en phoque avant de traverser certains plans d'eau? Presque. Je mangeais comme un beluga, en fait. Moi, j'ai testé. J'ai testé en piscine, j'ai testé dans les lacs, qu'est-ce qui me convenait. À un moment, je prenais un peu, comme Antoine le disait, beaucoup de gel. À un moment, c'est sûr qu'on devient tanné de ça. Puis, quand j'ai commencé à faire les 8-10 heures d'entraînement,
je terminais mes entraînements, puis j'étais vraiment brûlé, mais je n'avais pris que du liquide. Et à un moment, ma coach m'a dit, on va essayer un petit peu plus de solide. Et là, j'ai commencé à manger pendant mes longues distances des œufs durs, des noix broyées, des barres tendres. J'avais besoin vraiment de solide. Pour certaines personnes, pour certains nageurs, ça ne va pas du tout fonctionner. Pour moi, ça a été le cadeau béni que j'ai reçu parce que je terminais mes entraînements, j'avais encore d'énergie, je me sentais bien. Donc, j'ai fait... on a essayé plein de trucs. C'est ma coach qui a été pas mal responsable de tout ça, mais elle m'arrivait avec des trucs, des shakes, comme je disais, des œufs durs, du beurre d'arachide. On a essayé plein de trucs. Puis ce qui me convenait le mieux, ce avec quoi je me sentais bien, ben c'est comme ça que j'ai continué de me nourrir pendant les traversées. Puis au besoin... Ouais, vas-y, excuse-moi. Puis au besoin, il y a les gels, j'en reprenais, mais c'est qu'à un moment... gel à l'entraînement, gel pendant les traversées, ou même tout le temps la même chose. J'ai essayé, puis je pense que pour moi, le meilleur conseil que je peux te donner par rapport à mon expérience, c'est d'essayer qu'est-ce qui est bon pour soi. De prendre la chance avant une compétition, avant une traversée, de faire des tests. Moi, j'ai trouvé l'équilibre dans ça. À tester mon corps versus les aliments que je consommais. Mais ce que je peux dire, c'est que je mangeais énormément. Je mangeais tout le temps. Entre les entraînements, j'étais un beluga. Écoute, parmi les aliments que tu as nommés, il y en a plusieurs qui font partie de la liste ici. Antoine, ça te dit quoi, ça? Alors, c'est intitulé Les conseils alimentaires d'Antoine Gélicat-Desroches. Alors, c'était une collaboration que tu as fait avec Arctic Garden, mon cher Antoine. Oh. Donc, il y avait plusieurs aliments là-dessus que notre ami Normand vient tout juste de cocher. Donc, évidemment, Antoine, de ton côté, il y a l'alimentation végane. Tantôt, j'en parlais un petit peu à mots couverts, mais dans tout ce que vous avez nommé, évidemment, on est en période où on est en mesure d'utiliser quelque chose qui va, s'assimiler facilement, qui va bien se dépenser. Fait que, il est rare qu'on va être du côté de la viande ou ces choses-là pour les événements. Mais Antoine, est-ce que tu aurais quelques conseils pour les gens, justement, au niveau d'aliments riches ou des choses comme ça qui fonctionnent bien dans l'ensemble, surtout avec ton bagage du côté de la nutrition? Mais c'est ça, mais j'aime beaucoup le point que Normand a apporté. Puis, tu sais, souvent, on pense seulement aux aliments qui sont transformés, donc les gels, les jujubes ou les barres énergétiques. Mais il y a tous les autres aliments qui sont plus naturels aussi, que si ça fonctionne pour soi, c'est vraiment des bonnes options. Souvent, l'entraînement, je vais prendre comme les compotes de pommes Go-Go Squeeze. Ça coûte vraiment beaucoup moins cher qu'un gel. C'est plus santé également. Mais également, un truc que j'aime bien faire, c'est acheter ceux faits pour bébé, parce qu'ils sont un peu plus grosses, tu as plus de calories. Fait qu'au lieu d'un 45 calories, des fois, tu as un 90, 100 calories, puis des fois, ils ajoutent comme du riz, d'autres choses comme ça pour ajouter plus de glucides. Puis même, je connais des gens qui font des coureurs d'ultra qui font leur propre gel également. Donc, tu peux acheter comme sur Amazon, sur Internet, des sacs à gel, mais réutilisables. Donc, tu peux faire tes propres smoothies ou tes propres gels. Par exemple, cette personne-là, il va mettre des patates douces avec d'autres aliments. Tu peux mettre des dattes, des choses comme ça. Fait que des fois, faire sa propre nourriture, ça peut être une bonne option, surtout pour des longues épreuves. C'est ça, plus l'épreuve est courte et plus c'est intense, plus on cherche quelque chose qui est le plus facilement assimilable. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant des gels ou des boissons sportives avec différents types de sucre. Mais plus c'est long, plus des fois, c'est quand même assez facile d'assimiler différents aliments. Donc, par exemple, quand je fais des ultramarathons, des fois, je vais quand même manger... des fois, sur le parcours, s'il fait chaud, s'il y a un peu des chips, je vais en prendre parce que tu as tellement le goût de sel ou des pretzels, des choses comme ça. C'est sûr, en natation, des fois, c'est quand même un peu plus difficile de manger. Donc, c'est quand même quelque chose aussi à se pratiquer. C'est quand même pour justement que plus tu le pratiques, plus ça devient facile à faire durant le jour J. L'avantage de cet événement-ci, c'est que, par exemple, quand j'ai fait la compétition de 10 km, on nage un peloton, on arrive au ponton, puis tout le monde a leur bâton avec
avec la nourriture à l'intérieur, puis on se bat tout un peu pour essayer de prendre la nourriture. Puis on a pratiquement un 10-15 secondes pour essayer de manger en nageant sur le dos. Mais là, dans le cas de la traversée, si quelqu'un fait le 12 km, ça vaut la peine de vraiment prendre un 30-45 secondes ou même plus. On se met sur le dos, puis là, tu as en masse de temps de bien manger, bien digérer quand même, puis de prendre quand même une plus grande quantité de nourriture, puis après, tu peux partir à nager. Même si tu as perdu peut-être un 10-15 secondes sur une autre personne, à la longue, tu vas sûrement le rattraper parce que tu t'es bien alimenté et tes réserves de glycogène, donc le sucre dans tes muscles, il va t'en rester pour la fin. Donc, des fois, c'est payant de mieux t'alimenter au début de la course puis vraiment pas attendre à la fin parce que à la fin, si tu commences à manquer d'énergie, des fois, il est souvent trop tard. Fait que la clé, c'est vraiment d'y aller dès le début, de commencer à t'alimenter puis d'aller de façon fréquente. Donc, même si au début, tu n'as pas faim, tu es mieux quand même de tout de suite commencer puis d'y aller de façon rythmée. Donc, tu peux dire à la personne qui est en kayak, à chaque 10-15 minutes, tu me fais un signe, on va manger un petit peu, puis on repart à nager. Là. Ben, écoute, Antoine, tu as vraiment répondu déjà à des questions qui nous étaient posées parce que les gens se posaient la question au niveau hydratation, au niveau nutrition pendant la traversée. Je fais comment et comment ça se passe? Là? Donc, tu as parlé des kayaks. Donc, effectivement, il y a des kayakistes, surtout pour le 12 km, évidemment, qui accompagnent mandatoirement un nageur. Donc, ça va de soi. Pour les autres distances, évidemment, si on parle du 1 km, 2 km, est-ce qu'au 5 km, vous considérez que la nutrition et l'hydratation est importante durant la course, évidemment, et lorsqu'on est dans l'eau? En fait, je dirais que ça dépend de la personne. C'est quelqu'un qui va, dans les meilleurs nageurs, quelqu'un qui va le faire autour d'une heure. Généralement, c'est pas vraiment nécessaire. Surtout si tu es bien alimenté dès le début. Puis, veux pas, bien que pour une longue distance, pour le 12 km, c'est important de s'hydrater. Pour le 5 km, veux pas, comme Normand a dit, tu avales de l'eau de toute façon un petit peu. Puis, au moins, la bonne chose, c'est que l'eau de tremblant, c'est de l'eau propre. Donc, si tu avales un peu d'eau, c'est pas si pire que ça. Fait que, je dirais que c'est pas nécessaire pour ceux qui veulent vraiment faire un temps rapide. Mais c'est sûr, il y a des gens qui ça prend plus de temps. Ça peut être quand même peut-être intéressant de se préparer quelque chose. C'est toujours mieux de s'apporter la nourriture au cas d'en avoir besoin que d'être rendu à 3 km et de dire « Ah, j'aurais dû m'apporter un peu de nourriture ou quelque chose à boire. » Puis des fois aussi, c'est que l'hydratation, les liquides, c'est quand même une très bonne façon de t'alimenter, de prendre des calories. Surtout en nageant, c'est quand même facile de boire un liquide. Puis la clé aussi, surtout pour une épreuve courte comme ça, mais c'est justement de concentrer ton liquide. Fait que quasiment, ton liquide est quasiment la consistance d'un gel ou entre les deux, entre une boisson standard et un gel. Donc, juste de mettre un peu plus de poudre dans ta bouteille, ça fait qu'en prenant une ou deux gorgées, tu as quand même une certaine quantité de calories, puis tu peux avoir beaucoup d'énergie, puis tu as perdu pratiquement pas de temps. Puis le reste de l'eau, tu vas le prendre en nageant sans le vouloir. Évidemment, au niveau hydratation, on a l'impression parce qu'on est dans l'eau qu'on n'a pas nécessairement besoin de s'hydrater, mais au contraire, on est dans une dépense énergétique, on ne sent pas nécessairement la sudation, donc l'hydratation est importante. Est-ce que vous traînez quelque chose en wetsuit ou vraiment vous faites le ravito vers l'embarcation? En ce qui me concerne, c'était vers l'embarcation. Dans des sorties en lac, j'ai fait peu de courses, mais dans mes entraînements en lac, j'avais toujours quelqu'un qui m'accompagnait en kayak. Donc, ça se passait sur le kayak et Sylvain qui m'a accompagné pendant les 5 continents, c'est lui qui m'a accompagné aussi pendant les entraînements. Il était habitué, il avait la bouteille avec la corde, il me lançait ça. Comme disait tantôt Antoine, on se vire sur le dos, kick des pieds un peu, on ouvre sa bouteille selon ce qui est dedans, puis ça se passait comme ça. Moi, en général, aux 20-25 minutes, je prenais un petit quelque chose, liquide ou une petite bouchée, mais je suis quelqu'un qui a besoin de générer un petit peu plus d'énergie. Là, j'ai besoin de matière, alors ça se faisait aux 25 minutes à peu près, en général. Toi, Antoine, est-ce que dans tes efforts... Excuse-moi, Normand, vas-y. Je disais, c'est toujours sur le kayak. Je traînais pas, j'ai jamais vraiment traîné d'éléments dans ma bouée de nourriture.
La sécurité, pour moi, en lac, c'est très important. Puis, j'ai jamais vraiment sorti seul. Même si on était 2 nageurs, 3 nageurs, on s'organisait toujours pour qu'il y ait un kayak en cas d'incident ou d'inconfort. Alors, nourriture, hydratation, ça se passait sur le kayak. Et toi, Antoine, de ton côté, est-ce que Normand a abordé justement le délai avant de s'hydrater? Bon, je fais la même chose lorsque je fais du sport. Il y a un certain moment donné, je sais que, bon, j'y rentre pour une sortie de 3 heures, mais à toutes les demi-heures, je vais me prendre. Moi aussi, j'ai adopté le sirop d'érable comme pour remplacer le gel. Donc, je prends un sirop d'érable dans une bouteille recyclable et réutilisable. Et donc, sirop d'érable directement dedans avec moitié eau et je rajoute du sel de mer, donc pour un peu de sodium. Donc, je sais qu'à toutes les demi-heures, ma grosse bouteille, ben, je dois prendre un tiers, puis à la fin de ma sortie de 3 heures, j'ai eu suffisamment de glucides, puis en quelque part, j'ai pris des dattes ou quelque chose comme ça pour me donner un peu de fibres et tout ça. Mais est-ce que vous avez une méthodologie qui est soit en termes de calories ou en termes de temps pour faire l'hydratation et la nutrition? En fait, je dirais que ça dépend un peu justement de ta stratégie de nutrition. Donc, comme on disait tantôt, ton plan A de nutrition, puis peut-être ça va changer. Par exemple, souvent, pour une compétition d'endurance, on essaie de viser le 60 grammes de glucides à l'heure, mais des fois, ça peut aller jusqu'à 90 grammes à l'heure. Puis dans certains cas, certains cyclistes ou même quand ils ont tenté de battre le record du monde de 2 heures au marathon, ils allaient jusqu'à 120 grammes de glucides à l'heure, ce qui est vraiment énorme. Mais tu sais, 60 grammes, c'est déjà quand même beaucoup de glucides. Quand on pense à un gel, c'est entre 22 et 25 grammes de glucides. Donc, si on prend un gel à chaque heure, un gel de 25 grammes, un gel à chaque 20 minutes, ça nous donne 75 grammes de glucides, mais plus tu rajoutes un petit peu de calories dans ta boisson, là, tu vas peut-être atteindre justement ton 80-90 grammes. Fait que pour ça que vu que je sais qu'à chaque 20 minutes, il faudrait que je prenne 20 à 25 grammes de glucides. C'est comme ça, je me dis mon timing de 20 minutes. Mais si pour toi, tu as besoin un peu plus ou un peu moins de glucides, tu peux un peu ajuster ta stratégie avec ça. Ou si tu es capable vraiment de gérer un 40 grammes de glucides à chaque 30-40 minutes, ça peut être une bonne stratégie, mais j'aurais tendance à plus opter pour plus fréquemment, mais des plus petites quantités. Je sais, Normand, que toi, tu le retrouvais dans son élément naturel parce que, évidemment, tu as nagé à travers les mers du monde, mais on a quelqu'un qui nous pose la question à savoir les capsules de sel, donc de sodium. Est-ce que c'est quelque chose que vous ajoutez de votre côté au niveau soit de votre course? Évidemment, on le voit beaucoup dans les sports d'endurance d'utiliser les capsules de sel pour éviter les crampes, donc ramener plus de sodium au niveau des muscles et tout ça. De votre côté, est-ce que c'est une pratique que vous faites? Le sodium? En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas utilisé vraiment. J'essayais d'avoir le plus d'équilibre dans ce qui se prenait, mais tantôt, je vous ai parlé d'instinct. J'y allais vraiment. Moi, je savais ce qu'il y a sur l'embarcation. Puis quand je m'arrêtais, je demandais d'être hydraté, je demandais quelque chose de plus solide, mais c'était vraiment sur le feeling. J'ai pas calculé, j'étais pas un grand spécialiste de tout ça. C'est sûr que j'avais un encadrement, ma coach avait pensé pas mal à tout, mais sur l'arrêt, quand j'entendais le coup de sifflet, ben c'est moi qui commandais plus qu'est-ce que je ressentais, là. J'allais au feeling. Et toi, Antoine, j'imagine, je ne sais pas, dans les triathlètes, on voit même des distributeurs de capsules de sodium sur les vélos. Est-ce que toi, tu es un adepte de l'utilisation du sodium ou ton alimentation est suffisamment équilibrée pour pas en avoir? En fait, j'ai jamais utilisé ces passés-là en particulier. Par exemple, j'ai déjà fait un test de sudation à l'université pour voir quelle quantité de sueur je suais, puis après, on analysait la sueur pour voir s'il y avait beaucoup de sodium à l'intérieur. Puis moi, je suis un gros sueur, mais je ne perds pas beaucoup d'électrolytes. Donc, je n'ai pas trop besoin justement de me supplémenter en électrolytes, mais je vais quand même prendre des boissons avec des électrolytes. Ça peut être Scratch Lab ou Tailwind ou des choses comme ça.
Comme Gatorade, ça peut être une bonne option, mais souvent, la quantité d'électrolytes qu'il y a est souvent pas assez suffisante. Donc, des fois, tu peux en ajouter ou justement, comme tu fais, faire ton propre mix, mettre un peu de sirop d'érable avec du sel. Ou des fois, ça peut être juste de l'eau, jus d'orange puis sel. Fait que c'est vraiment d'aller à comment tu te sens. Des fois aussi, tu peux le voir si tu es quelqu'un qui perd beaucoup de sel. Par exemple, si tu fais du vélo puis tu vois, tu as un peu de croûte blanche, mais c'est signe que tu as perdu beaucoup de sel. Ou si tu finis un entraînement et tu as vraiment le goût de sel, mais justement, tu sais, ton corps, il est vraiment bien fait. Même chose pour ce qui est pour l'hydratation. Ta soif, c'est vraiment un bon indice de si tu as besoin de boire ou pas. Donc, juste de suivre, des fois, ton instinct, c'est la meilleure option. Mais donc, je vais me supplémenter avec certains aliments. C'est souvent les gels vont avoir être supplémentés à l'électrolyte, les boissons aussi. Mais je ne vais pas prendre nécessairement des capsules de sel. Mais je vais tout le temps aussi m'assurer, comme dans mon souper la veille, mettre vraiment beaucoup de sel dans mon riz ou beaucoup de sauce soya. Donc, vraiment m'assurer en avance de bien me supplémenter en sel. Puis également, par après, un peu de pretzel ou un peu de chips, ça fait bien l'affaire aussi. Écoute, c'est drôle que tu parles de avant plutôt qu'après, parce qu'on a des questions sur le après, au niveau récupération. Autant pour l'entraînement que pour, évidemment, après l'événement, la récupération, il est rare qu'on va avoir un autre événement qui va suivre, donc tu sais, c'est moins d'importance, mais après les entraînements, parce que souvent les gens vont faire des blocs d'entraînement avant l'événement. Donc, au niveau des trucs pour la récupération, est-ce que vous avez de votre côté, je commencerai peut-être avec Normand, un petit truc sur toi, qu'est-ce qui te permet de bien récupérer après un bloc d'entraînement ou un volume d'entraînement plus élevé au niveau alimentation et hydratation? Écoutez, comme j'ai dit tantôt, comme je l'ai mentionné tantôt, moi, j'avais tout le temps faim. Alors, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup mangé. Après un entraînement, la longue distance, c'était des repas très copieux. Je me gâtais, que ce soit des pâtes, de la viande. J'ai mangé beaucoup de protéines, moi, quand même. L'hydratation, ça a toujours été très important. J'essayais de boire le plus possible pour être bien hydraté. Sinon, récupération, encore là, je reviens sur l'instinct. Je mangeais, j'avais faim, j'allais jusqu'au bout de mon appétit, puis j'étais à l'écoute de mon corps. Même chose pour le repos. Si j'avais la possibilité de faire une sieste après un entraînement, je prenais le temps de le faire, l'étirement, de bien m'étirer, de me reposer, d'avoir des bonnes nuits de sommeil pour pouvoir reprendre le lendemain. Mais je reviens encore sur ce mot-là. Moi, j'y allais avec l'écoute de mon corps. J'ai soif, j'ai faim, je mange. Je suis fatigué, je me repose. Voilà. Je vais suivre ton conseil, Normand. Je vais prendre un petit gorgée d'eau. C'est bien, on va tous faire ça. Au citronné. Donc, voilà. Antoine, de ton côté, est-ce que tu as vraiment soit des habitudes ou des aliments particuliers ou des choses qui font qu'après un entraînement, tu y vas toujours avec cette recette-là parce que ça fonctionne pour toi, mais est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont des incontournables au niveau hydratation et alimentation? C'est ça, je pense mais la clé, c'est vraiment justement d'essayer de manger, en fait, de t'alimenter dans le 20-30 minutes après un effort, le plus rapidement possible. Donc, si c'est comme au milieu de l'avant-midi ou au milieu de l'après-midi, puis tu n'as pas un repas prévu prochainement, mais de te préparer, de planifier une collation. Donc, si par exemple, je vais m'entraîner, puis je suis à l'université, puis j'ai pas vraiment le temps de bien m'alimenter, souvent, je vais me faire un petit smoothie en avance avec comme beaucoup de bananes, des dattes, un peu de protéines végétales, puis soit de l'eau ou du lait végétal. Mais souvent, je m'entraîne quand même. On finit de s'entraîner en natation vers 6h30, donc j'arrive chez moi assez tard. Puis là, j'ai vraiment faim. Puis le truc que j'ai, c'est vraiment au lieu de sinon, tu arrives, tu as faim, puis là, c'est là que tu as tendance à manger un peu n'importe quoi. Mais si tu as déjà planifié quelques petites affaires, fait que des fois, avant de partir nager, je vais partir mon rice cooker. Fait que j'ai déjà mon riz qui se cuit pendant que je nage. Puis là, j'arrive, puis j'ai juste à me préparer quelques petites choses. Fait que souvent, ça va être comme du tofu, des légumes, du tempeh, des choses comme ça. Donc, c'est assez simple.
Donc, glucides, protéines, un peu de légumes. La clé, c'est vraiment que ça soit prêt le plus rapidement possible parce que souvent, tu es affamé après nager. Puis je trouve que dans les 3 sports du triathlon, la natation, c'est le sport qui te donne le plus faim. Fait que souvent, comme Normand dit, d'écouter ton corps, puis quand tu as faim après un entraînement, mais ça veut dire que tu as brûlé beaucoup d'énergie, puis ton corps en a besoin. Écoute, Antoine, j'ai cru entendre des recettes qui provenaient de ce livre-là, recettes véganes pour gens actifs. Oui, c'est un très bon livre, ça. Alors, pourquoi je fais de l'autopromotion comme ça? À vrai dire, c'est que c'est Xavier Desharnais, donc qui est un autre de nos ambassadeurs, tout comme vous, qui a fait ce livre-là. Donc, évidemment, Antoine, je sais que tu es végane et puis vraiment, j'entendais, parmi les recettes que tu mentionnais, je voyais quasiment des recettes. Effectivement, un livre très intéressant. Oui. De mon côté, je ne suis pas végane, je ne sais pas de ton côté, Normand, mais j'ai certaines recettes maintenant que je trouve meilleures du côté vegan que du côté avec viande. Fait que c'est juste un changement d'habitude, tout simplement. Et puis ça, excellent livre d'intérêt. C'est le fun, c'est que c'est des recettes qui sont faciles à faire aussi. Là, oui. Qui sont rapides aussi à faire. C'est vraiment pensé pour un athlète affamé qui veut manger rapidement après un entraînement. C'est pas c'est fait, moi, c'est ça. C'est fait pour l'athlète, ce qui est le fun. Là. C'est le plus beau compliment que j'ai. Par un nageur et un gars de bouffe, si je peux dire, passionné. C'est un très beau livre. C'est le fun que tu l'as présenté parce qu'il y a effectivement de belles recettes. Oui, puis ce que je trouve intéressant, le plus beau compliment, je pense que Xavier a pu recevoir là-dessus, provenait de quelqu'un qui est proche de moi, qui est vegan depuis plusieurs années et tout ça, puis qui me disait, c'est incroyable à quel point j'ai appris à cuisiner différemment en regardant ce livre-là. Alors, très intéressant. Donc, je le suggère à tout le monde. Recette végane pour gens actifs. Alors, je suis actif, pas tout à fait vegan, mais juste avec des nouvelles habitudes. Alors, plusieurs inspirations de ce côté-là. On était tout à l'heure, on a couvert le avant, on a couvert le après pour la récupération. Puis là, il y a des gens qui ont ramené leurs questions un peu plus précises à 1 heure avant la course. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez à conseiller aux gens 1 heure avant la course pour avoir suffisamment d'énergie puis être capable donc de fonctionner comme il faut et être efficace? Normand, de ton côté? Moi, j'ai pas mal toujours mangé d'une façon régulière. Là. Je veux dire, je prenais mon déjeuner comme j'ai l'habitude de le faire avant de traverser avant un entraînement. C'est sûr que quand j'ai fait les 5 continents, il y avait plus de restrictions parce qu'on se retrouvait dans des endroits sur la Terre on n'avait pas nécessairement accès aux mêmes aliments, etc. Je me suis adapté avec ce qui était sur place. Mais personnellement, j'avais pas vraiment d'habitude. Je mangeais ce que j'avais de besoin, ce que je savais que j'avais de besoin avant d'aller faire une longue distance. Je ne me suis pas vraiment limité. Je ne suis pas le meilleur conseiller là-dessus parce que je n'ai pas fait d'énormes changements. Je mangeais d'une façon assez saine et j'ai continué ces habitudes-là. Puis je mangeais juste plus parce que mon corps avait besoin d'énergie. Encore là, je pense que c'est une question de test, de tester différentes approches lors des entraînements, voir la réaction du corps pour tout le monde, tu sais, comment on réagit tous d'une façon différente. Moi, c'est le conseil que je peux donner, d'essayer différentes façons et de s'ajuster avec la réaction de notre corps. Et rapidement, Antoine Jolicoeur, il fait quoi 1 heure avant la course? C'est sûr, ça va dépendre du moment de la course. Souvent, les compétitions, c'est souvent assez tôt le matin. Donc, des fois, juste en prenant le déjeuner. Souvent, je vais essayer quand même de prendre le déjeuner un bon 2-3 heures avant pour vraiment me laisser le temps de bien digérer. Fait que des fois, 2-3 heures, tu commences déjà à avoir un peu faim. Puis tu veux t'assurer vraiment d'avoir tes réserves de glycogène les plus pleines possibles. Donc, souvent, en me rendant à l'événement, je vais avoir une boisson justement de glucides, d'électrolytes. Donc, ça me permet de rester hydraté puis bien d'avoir un petit peu de calories. Aussi, je vais, justement, en parlant de Go-Go Squeeze, mais je vais prendre des petites compotes de pommes, des choses comme ça. Même ça peut être une demi-banane aussi. Donc, des choses très, très simples. J'aime mieux ça que prendre juste un gel avant la course parce que je sais que je vais tellement en prendre beaucoup durant la course que c'est déjà assez. Puis des fois, un gel avant un effort, c'est tellement du sucre intense. Des fois, c'est un peu difficile à
sur le coup. Fait que des fois, juste manger un petit peu durant l'heure avant, sans nécessairement prendre quelque chose de avec beaucoup de calories. De mon côté, Antoine, j'ai la technique Normand. Je suis beaucoup à l'instinct aussi, puis l'expérience de ce que j'ai fait, ce qui fonctionne pas. J'aimerais m'adresser aux spécialistes de la nutrition concernant la banane, parce que j'aime bien effectivement la banane avant une ride ou un entraînement. Est-ce que c'est vrai que le potassium a des effets bénéfiques autant au niveau du stress que... Est-ce que c'est quelque chose de documenté scientifiquement? Je ne pourrais pas tant répondre par rapport à ça. Juste dire que je suis un gros fan des bananes aussi. En tant qu'athlète vegan, c'est le meilleur aliment possible parce que, ça coûte bon, c'est tellement pas cher aussi, puis ça se mange tellement très facilement. En vélo, je vais souvent partir avec 2-3 bananes dans mon dos. Puis aussi, si une banane est bien mûre, c'est parfait pour ça. Puis justement, le potassium aussi, on en perd dans notre sueur. Fait que aussi, c'est bon d'en prendre pour ça. Ouais. Bon, ben, excellent. Écoutez, messieurs, on approche de la fin. Je vous remercie beaucoup. Évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, malgré que ça allait quand même assez bien. Ça pointait évidemment avec des sujets comme l'entraînement, la préparation, la nutrition, tous vraiment vers la même direction. Peut-être répondre à une question en particulier qui était concernant le ravito. Tout ce qui est des distances de 5 km et moins, il n'y a pas de ravito organisé. Donc, si les gens veulent dans soit le wetsuit, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà traîné dans le wetsuit ou non, quelque chose, mais c'est quelque chose peut-être à tester en entraînement. Si vraiment vous sentez que j'ai besoin d'un gel à un certain moment donné, bien effectivement, dans une manche, c'est peut-être possible de le faire ou un autre endroit dans le wetsuit pour être plus confortable. Donc, ça sera à tester. Donc, juste pour votre information, pas de ravito pour les distances inférieures aux 5 km, donc pour votre information. Évidemment, pour les autres distances, il y a des embarcations qui vont vous suivre et vous encadrer. Messieurs, je vous remercie énormément de votre temps pour avoir répondu aux questions. D'ailleurs, pour ce qui est des questions non répondues, également, vous pouvez les adresser sur le site de la traversée Lac-Tremblant, donc traversée-lac-tremblant.ca pour adresser vos questions. Vous avez toutes les informations aussi concernant la programmation du 3 au 7 août. Concernant la programmation, je vous rappelle, cette année, je ne sais pas, messieurs, est-ce que vous allez faire un passage du côté du camp d'entraînement Triconnexion? Ouais. Ça fait, oui. Ah, vous serez là, donc génial. Donc, on invite les gens donc à s'inscrire au camp d'entraînement. Puis, d'ailleurs, cette année, au niveau nouveauté, il y a la possibilité de pouvoir faire le 12 km, mais en équipe. Donc, de deux, donc fort intéressant. Donc, on dépasse le 5 km individuellement en complétant un 6 km. Ou qui sait, il n'y a pas de point de relais fixe dans l'eau pour le relais du 12 km. Donc, ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir un nageur qui décide que moi, je fais 6, l'autre fait 4 parce qu'il est confortable de faire le 4. Donc, vraiment, il y a des formules possibles de ce côté-là, de le faire en équipe. Donc, vraiment. Donc, c'est un rendez-vous. Donc, les 3 et 6 août. Au mois de juillet, on a un 3e Facebook Live. Je vous invite à aller sur le site, la page Facebook de la Traversée Lac-Tremblant pour voir la prochaine diffusion au mois de juillet, début juillet. Et évidemment, on aura des invités de marque encore parmi nos ambassadeurs. Évidemment, aujourd'hui, on retrouvait parmi nos ambassadeurs Antoine Jolicoeur-Desroches, donc un des meilleurs nageurs parmi les athlètes de triathlon professionnels et également un coureur d'ultra-distance. Et Normand Piché. Normand, pour ce qui est de la traversée des 5 continents, si je ne m'abuse, il y a encore diffusion du documentaire. Oui, c'est disponible sur tout.tv, la plateforme de Radio-Canada, dans la section Ici Explora. Alors, 5 continents à la nage, c'est le titre. Toujours là, toujours disponible. Alors, une bonne façon de faire sa préparation mentale pour tout le monde, de regarder Normand nager, Normand à travers son aventure, Normand à travers ses défis. Je tiens à vous rassurer, ça va être beaucoup moins périlleux et épique du côté du lac Tremblant, mais une expérience qui, je l'espère, sera tout aussi enrichissante pour vous. Donc, on vous invite à vous inscrire en grand nombre du côté du site traversée-lac-tremblant.ca pour la prochaine édition donc, de la Traversée Lac-Tremblant qui fait partie de Ultra Swim Canada, donc de la série Ultra Swim. Alors, messieurs,
encore une fois, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. Ça fut encore une fois un honneur d'être en votre compagnie. Et on se demande toujours au début si 1 heure, c'est trop. Et on s'est rendu compte que 1 heure, c'était pas assez. Mais on a réussi à se rendre au bout de cette heure-là. Merci beaucoup à vous. Merci. Au plaisir de vous retrouver. Et donc, je vous laisse sur les magnifiques images de la traversée de lac Tremblant avec une vidéo inspirante qui sera vous combler.